Laurent, t'es passé d'un cabinet d'avocats international à la Caisse des dépôts, AWS, PFIT. Quelques autres briques. Mais bon, voilà, ça donne le topo. Adélaïde, je sais plus, M6 Eurosport TF1, Play, c'est peut-être pas dans le bon sens, mais en tout cas, si. L'idée y est. On parle d'équipes qui vont croître énormément. L'équipe qui croît le moins en général, c'est le juridique. Donc, l'idée, c'est de craquer le sujet de comment accompagner la boîte qui grandit, qui produit, qui développe sa clientèle de manière exponentielle. Et donc, d'où vraiment un travail constant de pas juste s'occuper du run, c'est-à-dire du day-to-day, mais de regarder ce day-to-day pour le régler, mais surtout pour le prendre en termes d'expérience et se dire ok, on a réglé ce problème, on a signé ces contrats. La prochaine fois, comment on fait ? On n'est pas là pour le risque zéro. On est là pour prendre des risques encadrés, éclairés. Être à l'aise dans l'inconfort dans lequel je me trouve aujourd'hui, j'y arrive parce que justement j'ai ces bases hyper solides d'avant et qui m'aident tous les jours, et donc j'aborde mon métier en me disant Play, elle a tout d'une grande, et je me dis ma boîte elle a tout d'une grande, et voilà, et donc je m'aide énormément de ce passé pour réussir dans ce que je fais aujourd'hui. Garantir je dirais pas forcément l'absence de risque, mais en tout cas la conformité de la boîte qui est essentielle. Je dis, si tu n'es pas conforme, c'est l'activité en elle-même qui peut être remise en question. Comment on dit non à des équipes non. On dit jamais non. T'as un CEO, une équipe produit qui vient te voir en te disant j'ai une super idée, elle est brillante, on va faire ça. Mais cette idée, elle est juste illégale. Cette révolution de d'AI me titille et m'interroge. Ce qui m'a fait découvrir un concept que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle la rétrocausalité, qui est le fait de voir comment notre futur s'intègre dans notre présent, comment il influence le présent. Je pense que ça serait un sujet intéressant pour ton dîner avec les Obama. Oui. Alors, traditionnelle question, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher pour devenir directeur ou directrice juridique ? Alors en réalité, c'est moi qui suis venue chercher ce poste dans cette société. J'avais réalisé peu de temps avant que, il me restait 25 ans à travailler et que j'arrivais à la fin d'un cycle et il y a une petite musique qui commençait à pointer, qui était c'est quoi la prochaine étape, et voilà, et j'ai eu envie je me suis intéressée au sujet de directeur juridique en start-up et voilà, et côté Play, la société venait de lever beaucoup d'argent et commencer une phase de structuration, et donc ils ont internalisé leurs services et c'est là qu'on s'est rencontrés. Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu as candidaté ? Comment t'as vu un poste ouvert ou t'y allais au culot en sachant pas s'y recruter ? Alors c'était un peu particulier puisque je connaissais le fondateur de Play. C'était un ancien camarade d'Eurosport. J'avais suivi son aventure depuis le début et je voyais sa société qui prenait forme, qui commençait à réussir et qui prenait de la place. Donc je suivais l'aventure, et puis ensuite dans mes missions suivantes, je retombais tout le temps sur eux, que ce soit à TF1 ou notre service d'incubation de start-up les avait intégrés, à Vivatech, et donc je les regardais et puis après avec envie, et un jour j'ai vu l'annonce et là je me suis dit mais ils sont pas venus me chercher. C'était fait. Donc j'ai vu l'annonce et je me suis dit oh là, mais j'ai trop envie d'aller là-bas, et je l'ai tenté, j'ai postulé. Ensuite j'en ai parlé au fondateur, je lui ai dit je voulais te dire que j'ai postulé, et je suis rentrée dans un process et au terme duquel j'ai été sélectionnée, donc j'étais hyper heureuse. Super. Et toi Laurent ? Eh bien, pour ma part, ça remonte maintenant à 10 ans, mon premier poste de direction juridique. Donc du coup, j'ai occupé plusieurs postes depuis. Peut-être pour répondre à ta question en termes de
quels sont les ingrédients peut-être qui font qu'on devient un bon candidat. Je pense qu'il y a il y a plusieurs dimensions. Peut-être d'abord avoir fait cette transition de juriste. Alors peut-être avocat d'abord pour certains, ensuite juriste, ensuite juriste manager et peut-être 3 ingrédients. Le premier, une sortie de sa spécialisation, puisqu'on est des professions qui à la base sont assez spécialisées, dont avoir déjà fait l'expérience d'une ouverture en termes d'élargissement, on va dire, des sujets de prédilection. Et donc être capable de surtout se déployer sur tout type de sujets, y compris hors sa spécialité, et être un bon interlocuteur du coup pour les personnes de l'équipe qui elles sont expertes et où le DJ va pas être forcément sachant, mais doit être un bon interlocuteur pour challenger les gens, échanger. Ensuite, je pense qu'il y a une certaine expérience du management qui est nécessaire aussi. Donc avoir l'expérience et le potentiel pour bien recruter, bien encadrer ses équipes, travailler sur le développement de ses équipes. Donc il y a un aspect people qui est primordial, je pense. Et ensuite, pour certains postes en particulier, mais je pense d'une manière générale, avoir aussi la capacité d'être une personne qui va pouvoir interagir au sein d'un COMEX ou d'un board, donc avec une vision stratégique, peut-être un certain gravitas qui vient avec ça, et aussi quelque chose d'important, peut-être le goût et la capacité à être un leader tout court, au-delà du leader juridique, être un leader du coup qui va pouvoir regarder l'entreprise à 360 degrés, y compris au-delà des sujets purement juridiques. Voilà. Et toi, Adélaïde, du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait d'un ou d'une juriste une bonne prétendante à ce type de poste? Alors, il y a des choses qu'ont dites, Laurent, qui font évidemment écho. Moi, j'aurais commencé par l'envie. Je pense qu'il y a autant de bons prétendants que de gens qui ont envie d'avoir un tel poste. Et ça, c'est le premier moteur. Alors évidemment, derrière, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence pour atterrir quelque part et que quelqu'un ait envie de vous faire confiance. Mais si on a l'envie, que le timing s'y prête aussi en fonction de sa vie de famille éventuelle ou des contraintes qu'on peut avoir par ailleurs, et si on n'a pas peur, et c'est là où ce que j'appelle le juriste aventurier, d'aller aborder des sujets juridiques qu'on connaît pas du tout. Et alors on peut tenter la chose. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai postulé à PlayPlay, comme tu disais, je suis sortie de mes spécialités. Et ce qui était important, c'est que ce soit complètement transparent pour qu'on nous fasse, en tout cas dans tout le processus de recrutement, j'avais été très claire sur le fait que ça je maîtrise, ça je maîtrise, ça je maîtrise. Alors ça, pas du tout, j'en ai jamais fait. Ça remonte à la fac de droit, ça aussi, mais s'il faut y aller, il faut y aller. Et du coup, ça permet de commencer ses fonctions de façon un peu plus sereine, quand tout le monde est clair sur là où on en est. C'était pas un frein pour eux d'embaucher quelqu'un qui maîtrisait pas tout à 100%, et ils ont fait confiance à ta personnalité et au fait que tu démontrais de l'envie de prendre le lead sur ce genre de sujet, quand bien même aujourd'hui t'avais pas encore à date d'expérience significative sur le sujet? Exactement. En tout cas, pour PlayPlay, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est le fit, la culture. Et donc, dans le processus de recrutement, il y a toute une séance qui est dédiée à la culture interview, où 2 personnes de PlayPlay qui ont rien à voir avec mon métier vont m'interroger, vont vérifier si le fit est là. Et voilà. Donc, c'est vrai que ce point-là est vraiment important. Et après, peut-être que le fait d'avoir connu le fondateur plus tôt, il avait confiance dans ma capacité à progresser, et il me l'a dit, mais il m'a dit j'ai confiance en toi, il y aura une période de ramp-up, mais ça va le faire. De l'importance de démontrer une proactivité et un vrai côté business, quel que soit le poste sur lequel on évolue avant, parce qu'on sait jamais. On dit souvent que les carrières sont longues et que le monde est petit, mais c'est vrai. Exactement. Ok, est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de DJ ou de votre première semaine de DJ? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants
que vous voulez nous partager ? Oui, alors moi, du coup, ma première expérience, c'était donc il y a 10 ans chez EDF, mais je vais peut-être parler du coup d'une expérience qui est plus présente, qui m'en est arrivée chez Payfit en janvier 2022. Donc ça a été une arrivée assez chahutée. D'abord, ce qui était formidable, c'est que le processus d'onboarding chez Payfit est extrêmement bien organisé. Donc il y a une prise en charge et la mise en place en fait de toute une organisation pour rapidement comprendre les enjeux de la boîte, comprendre les contours de son poste, l'aspect people, who is who, qui sont les interlocuteurs du coup qui vont être clés. L'agenda est déjà rempli de réunions one-on-one avec les interlocuteurs qu'il va falloir rencontrer rapidement. Et un bon accès à l'information et tout ça dans un cadre super convivial. Alors moi, ça a été un petit peu interrompu par une négo sur laquelle j'ai été happé pour un bail pour l'immeuble qui est magnifique d'ailleurs, qu'on occupe à Barcelone. Et en fait, ce processus a été interrompu par cette négo un peu marathon, mais qui m'a permis du coup de travailler tout de suite avec des interlocuteurs clés, d'avoir un succès aussi rapide du coup après mon arrivée, puisqu'on a fait une négo express. On avait 3 mois de négo qu'on n'avait pas faite, que les concurrents avaient faite, qu'on devait rattraper en 1 semaine à peu près. Donc un gros challenge, une jolie réussite à la clé et surtout une réussite collective, puisque ça s'est fait entre moi, le CFO et d'autres personnes de la boîte. Donc c'était une arrivée un peu en fanfare, mais très enthousiasmante. Et qui m'a ouvert les portes, jeté dans le grand bain. Et ton côté alors moi, c'était beaucoup plus confortable que ce que vient d'évoquer Laurent. Alors le point commun avec Payfit, c'est que aussi chez PlayPlay, il y a un onboarding qui est extrêmement bien ficelé et prévu pour que les gens deviennent opérationnels très vite. Donc premier jour, on est arrivé à 17. Parce que tous les nouveaux arrivants commencent le même jour. Voilà. Donc, dans ma promo, on était 17 personnes. On est accueillis par un petit déj. Ensuite, on enchaîne les présentations et c'est comme ça toute la semaine. Et pendant cette première semaine, donc, il y a une grande effervescence. On a très vite un aperçu des services qui sont là et de comment fonctionne la société. Et en plus, durant cette première semaine, on doit préparer une vidéo de présentation de soi-même grâce à l'outil PlayPlay. Et ensuite, cette vidéo est présentée à tout le monde pendant un weekly. Donc, on se met la pression et puis on se familiarise avec l'outil. Donc, j'ai trouvé ça super malin. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes ? Par exemple, tu dois porter une certaine couleur ou glisser un mot-clé ? Ou c'est juste simplement une vidéo de présentation ? Non, on se débrouille. On découvre l'outil et comme ça, on peut confirmer à tout le monde que c'est très simple de faire une vidéo avec cet outil puisqu'on l'a fait soi-même. Et voilà. Et sinon, on a la semaine pour se brancher à tous les nouveaux outils qu'on connaissait pas avant, dont Payfit. Excellent. Et voilà, donc c'est vrai que... C'était comme ça. Et la deuxième semaine, très vite, j'étais là, on est un peu en ébullition et je voulais avoir ma roadmap tout de suite. Et c'est marrant parce que c'est ce que j'ai fait cette deuxième semaine. J'y reviens très souvent encore aujourd'hui, en fait. Parce que ça a vraiment posé des jalons que tu suis encore aujourd'hui, ou alors juste pour voir quelles sont les divergences entre les chantiers que tu allais estimer nécessaires à J plus 2 semaines et aujourd'hui je trouve que ce qui ressort tout de suite, c'est intéressant d'y revenir parce que justement, c'est assez pertinent. D'accord. Okay. Voilà. C'est très intéressant parce que on échange avec beaucoup de DJ de start-up qui arrivent comme ça dans un environnement qui sont catapultés, etc., et qui potentiellement ont en tête que dès leur début, ils vont faire une roadmap, structurer l'approche, essayer de garder cette vision high level et pas de se laisser happer par les dossiers de fond et de faire le pompier. Et j'ai l'impression qu'on rencontre plus de head-off qui se sont retrouvés très rapidement sur le fond des dossiers et qui, pendant 3 à 6 mois, ont pas réussi à sortir la tête de l'eau et avoir une vision avec plus de recul. Et du coup, toi, j'ai l'impression que tu as eu le temps
avant d'être catapulté, de prendre ce recul que beaucoup n'ont pas le temps de... Non, c'est vraiment des premières impressions. Et la raison pour laquelle j'ai pas été happée, c'est que Yann était déjà là. Coucou Yann. C'est mon collaborateur qui est arrivé en fait 3 mois avant moi. D'accord. Et donc c'est lui qui a été embarqué dans toutes les urgences et ensuite il a continué là-dessus et ce qui m'a permis moi d'aller là où j'avais besoin d'aller. Et est-ce que vous avez souvenir des premiers chantiers que vous avez entamés? Oui, peut-être pour faire écho à ce point, je pense que mon premier gros chantier, donc j'ai parlé de cette négociation, mais c'est vrai que mon gros chantier, je pense aussi la fierté de l'équipe l'année dernière, mais ça reste un sujet d'actualité et de fierté, c'est vraiment la réorganisation, la transformation de l'équipe juridique. Donc, ce que tu disais tout à l'heure résonne complètement. C'est vrai qu'on est pris entre d'un côté cette dynamique de on veut faire ses preuves, on est happé, mais il y a aussi vraiment je pense qu'il faut résister un maximum à ça et se mettre en observation, se donner le temps, l'espace pour être en observation. Sinon, on peut faire des erreurs. Mais je pense que c'est un temps qu'on gagne ensuite. Donc moi, malgré cette négo et l'intensité du premier mois, mon second chantier, ça a été vraiment de repenser l'organisation de la direction. C'est pour ça que j'avais été recruté, puisque moi j'ai rejoint une direction qui était déjà constituée. Il y avait déjà plus de 10 personnes avec une head-off, donc une équipe qui fonctionnait, mais à un stade où la boîte vraiment passait il fallait passer un autre braquet, il fallait revoir les choses. Donc le travail a été assez rapide en fait, et j'ai voulu un travail assez collectif, pas top-down. Ce que j'ai fait, c'est de faire mon diagnostic à moi en observant au début, et ensuite mettre plutôt l'équipe à la manœuvre. Donc j'ai organisé un off-site dans le sud de la France. On s'est fait accompagner d'une coach pour la première journée. Et la première partie de l'off-site a vraiment été consacrée à allons-y, mettons tout sur la table, revisitons tout ce qu'on fait, échangeons sur nos difficultés, les pain points, les choses qu'on fait, qu'on peut plus faire, qu'est-ce qu'on devrait faire autrement, qu'est-ce qui est compliqué, pourquoi est-ce qu'on a trop le nez dans le guidon parfois. Puis une fois qu'on a fait cet exercice et que tout était bien étalé, en évidence, partagé, mais aussi un peu mis à distance comme ça, on s'est attelé à prendre chaque pain point un par un, et à construire des actions devant, en se disant les acteurs du changement, ça va être nous, on va pas compter sur les autres. Donc de manière directe ou indirecte, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser chacun de ces points, des difficultés ou des volontés de changement. Et ensuite, on a organisé ça, et là pour le coup, c'était vraiment l'équipe et moi. On a organisé ça autour de 3 piliers de transformation. Qui aujourd'hui guide encore nos actions. C'est un peu notre Bible. Ça nous a permis vraiment de nous transformer en 2022, et tous les trimestres, toujours en équipe, on revisite ces piliers et on fait un check-in. Où est-ce qu'on en est sur ces actions? Qu'est-ce qui a été porteur? Sur quoi est-ce qu'on n'a pas trop eu le temps? Qu'est-ce qu'il faut recalibrer? Et tout ça pour créer quelque chose de plus vertueux, où les partenaires en interne sont plus contents, on est plus visible, notre impact est plus visible. Du coup, on a plus de reconnaissance, on est plus heureux, on est plus proactif, on a plus d'impact, et ça tourne de manière plus vertueuse. Donc c'était vraiment une superbe expérience, et encore une fois, vraiment collective, parce que c'est un plan qu'on a dessiné ensemble. Et je dis dessiné parce qu'on est passé par le dessin dans la première phase. Au-delà des mots, on a fait l'exercice de nous dessiner. Dessiner Payfit, dessiner l'équipe juridique au sein de Payfit. Et c'était plus parlant que les mots. Ok, c'est intéressant. Du legal design pour équipe juridique. Alors le dessin actuel, la version 1 an après, est un peu plus design, un peu plus jolie que la première. Excellent. Eh bien nous, c'était
j'en étais pas du tout au même stade que toi, puisque le service venait d'être internalisé. Donc il fallait décider quels étaient les premiers chantiers auxquels il fallait s'atteler. Et alors qui dit chantier dit forcément quelque chose d'un peu plus long terme que le day-to-day qui nous happe, dont on parlait tout à l'heure. Et moi, je me suis servi de 2 choses pour ça. La première, c'est que pendant mon processus de recrutement, j'avais dû présenter au CEO. Il m'avait dit « TDJ, t'arrives dans une scale-up, qu'est-ce que tu fais les 6 premiers mois ?» Donc j'avais réfléchi au sujet sans avoir les cartes en main. Donc c'était assez intéressant. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis débrouillée pour obtenir les résultats de la due diligence de la série, de la levée de fonds qui était assez récente. Et je me suis un peu aidée de ces 2 choses pour, constater que finalement, même s'il n'y avait pas de service juridique avant, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de juridique. Il y avait des avocats qui étaient là et qui avaient fait des choses plein. Donc, on avait quand même des bases assez saines. Et donc, l'urgence, c'était d'apporter le meilleur support qui soit au business first, qu'ils aient toute la documentation dont ils ont besoin, tous les mécanismes juridiques qui leur permettent de conclure leur contrat de façon sécurisante et qui leur permettent de les renouveler et qui permettent d'éviter les problèmes à la fin des contrats aussi. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un cheval de bataille, un combat, quelque chose que vous portez de façon très personnelle au sein des directions juridiques que vous avez emporté avec vous au sein de vos entreprises actuelles ? Moi, non, pas spécialement. C'est pas un combat encore parce que j'ai pas eu besoin de m'accrocher à quelque chose pour l'instant là-dessus, mais c'est plus une vigilance constante. S'assurer constamment que le service juridique est à la bonne place, apporte le bon niveau d'info, obtient le bon niveau d'information, répond, soit cohérent avec l'écosystème dans lequel on vient d'arriver, parce que c'est encore assez récent et on a reçu un très très bon accueil. Et voilà, donc c'est plus une vigilance constante. Peut-être que toi, Laurent, dans un équipe plus grosse, Franchement, c'est le même combat entre guillemets. Après, je sais pas si c'est un combat, mais c'est vrai qu'il y a quand même une stratégie à développer, des actions à mettre en œuvre, donc une planification de la stratégie. Mais je pense que c'est vraiment ce sujet de l'intégration, la bonne intégration du juridique au business, et donc au sein de la boîte, et vraiment faire du legal by design. Bon, c'était quand même un challenge de s'assurer que on est effectivement partie prenante de manière complète, et ça veut dire notamment le plus en amont possible, et pour être au courant le plus en amont possible et impacté dès le début, mais ça veut dire en fait être dans les bons forums. Donc chez nous, dans le plan de transformation, un des volets, ça a été d'identifier pour chaque personne de l'équipe qui sont ses interlocuteurs privilégiés. Est-ce qu'elle a bien un one-on-one, par exemple, hebdomadaire avec cette personne ? Est-ce qu'on est chacun dans l'équipe à tous les niveaux, est-ce qu'on est bien intégré, voire incrusté, s'il faut un peu forcer la porte dans les meetings business ? Et l'idée, en fait, c'est que les sujets, en fait, on soit plus sollicités, en fait, ce soit plus du push, mais on soit dans les discussions où les sujets émergent. Ce qui nous permet déjà d'impacter dès le départ, et ensuite d'être vigilant, effectivement, sur la trajectoire des projets. Et on en revient, je pense, à une dynamique plus vertueuse, où du coup le légal est moins cette contrainte extérieure qui arrive alors que le projet est déjà bien ficelé, qu'il faut peut-être revenir en arrière. Mais c'est quand même un combat. On est tous les deux dans des boîtes où on a des populations qui sont assez jeunes en majorité, donc aussi des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec le juridique. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet de expectation management, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'en tant que juriste, on était souvent frustrés par le fait que les gens ne faisaient pas ceci, ne nous mettaient pas. Mais en fait, ces personnes-là, on n'a pas forcément eu la discussion avec eux de « bonjour ». Je suis de l'équipe juridique, aussi. pédagogie, Voilà. Qui je suis, comment je travaille, qu'est-ce que je vais t'apporter, quels sont mes besoins à moi.
Et ensuite, cette personne, quand elle va réaliser aussi qu'on va lui apprendre des choses, les aider sur leur projet, va revenir du coup de manière beaucoup plus naturelle. Mais souvent, les juristes se plaignent, souffrent parfois et s'en plaignent, mais font pas nécessairement l'exercice de se dire ok, mais est-ce que j'ai vraiment exprimé en fait mes besoins est-ce que aux les personnes. gens connaissent le métier, la fonction. Enfin, je veux dire, t'as mal au pied si tu sais pas qu'un podologue existe, tu vas appeler un podologue, quoi. Absolument. Et au-delà de ça, du coup, le combat, c'est aussi un combat de faire pénétrer dans la culture de la boîte, la culture juridique et compliance dans des sociétés qui sont assez jeunes, où on s'est développé de manière assez libre et tout le monde a fonctionné assez librement. C'est vrai que c'est pas forcément facile il y a vraiment un aspect culturel pour le coup, et donc un côté un peu people et culture d'entreprise auquel on doit contribuer. Et là, il faut trouver aussi des relais, en interne, des alliés qui ont peut-être plus d'expérience et qui vont dire effectivement il faut appuyer les juristes, il faut les aider. Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'on vous a donné des conseils pour votre prise de poste, et parmi ces conseils, est-ce que vous vous souvenez du meilleur conseil qu'on vous ait donné? Moi, j'ai pas reçu de conseils particulier pour cette prise de poste-là, mais à l'occasion d'une formation autre. J'ai retenu un conseil que je me remémore souvent, qui était sur l'écoute. Et c'était vraiment l'idée de se dire, ton interlocuteur, essaye de comprendre chez ton interlocuteur, par exemple si je prends mon CEO, intéresse-toi vraiment à sa problématique. C'est quoi sa problématique? C'est quoi son épine dans le pied? Et qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider à enlever cette épine dans le pied? Donc c'est un exercice qu'il faut faire avec tout le monde en fait, et notamment pour pouvoir intégrer mieux le juridique et comprendre ce qu'il peut apporter au business et à la société. Je pense que cette façon d'écouter et avec cette orientation-là, et m'aide beaucoup, moi, en tout cas. Oui. Ça me fait penser au conseil qu'Alexia Delahousse de chez Conto soulevait quand on l'a interviewée dans le cadre de l'émission. Elle disait qu'il fallait échanger avec son N+1, son CEO, pour trouver un point commun entre la direction juridique et lui, ses préoccupations, pour créer du lien et créer de la confiance autour de quelque chose qui avait un impact, en tout cas de l'importance pour le dirigeant. Voilà, ça rejoint un peu, je pense que c'est l'idée. Exactement, trouver le sujet qui l'intéresse, parce qu'il faut l'intéresser au juridique. C'est vrai que si on est avec quelqu'un qui a une phobie administrative, ou c'est pas forcément évident, donc il faut comprendre sa façon le temps qu'il a. C'est des gens qui ont très peu de temps. Ce qui l'intéresse, le profil. Financier, est-ce que c'est quelqu'un qui a un background juridique, un ancien avocat, potentiellement. Sa couleur, il faut retrouver sa couleur ou son profil, le rebelle. Ouais, ça marche. Assez difficile néanmoins d'être CEO avec une phobie administrative. Ça doit arriver. Ça doit être compliqué. Pas infaisable. Pas infaisable quand on a des bons logiciels comme PFIT. Non, de mon côté, en fait, je pense que c'est effectivement c'était pas forcément un conseil, mais un peu une remarque également sur l'écoute. Moi, c'était plutôt sur l'intégration du facteur temps, qui était un petit peu un sujet que je portais, puisque je suis quelqu'un qui était effectivement dans la rapidité, très orienté action, etc. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, vraiment sur une bonne intégration du facteur temps et savoir bien faire l'équilibre entre, d'une part, cette observation qui est nécessaire et peut-être un diagnostic qu'on a à faire, surtout si on est recruté pour changer les choses. Mais d'un autre, une volonté qu'on a naturellement de vouloir aussi imprimer sa marque assez rapidement, montrer des résultats rapidement et créer des choses vertueuses rapidement. Donc c'est vraiment l'équilibre entre ces deux choses qui passe par une bonne intégration du facteur temps.
et pouvoir se dire qu'on va pouvoir changer les choses, mais dans un certain timing et être intelligent en fait sur le timing, également sur encore une fois sur les parties prenantes, les personnes à qui aller parler et qui embarquer pour promouvoir l'action qu'on veut porter. Et comment tu fais du coup pour trouver cet équilibre entre ce que les autres attendent de toi, les personnes qui t'ont recruté, et le fait que tu arrives, toi, dans la structure avec une échelle de temps et qui n'est pas la même, et une échelle de complexité, et des choses à apprendre, etc., du recul, et on attend de toi que potentiellement tu fasses beaucoup à ton arrivée. Alors c'est plus ou moins prégnant en fonction de ce que il y a déjà une équipe en place, ou il y a une personne, où il y a personne, et comment tu prends ta place en tant que directeur juridique, directrice juridique, quand on t'attend au tournant, mais en fait en même temps tu sais que tu vas pas pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul, et qu'est-ce que tu réponds à ton N+1, enfin ton CEO, ton CFO, qui eux se disent bon bah alors voilà, on t'attendait, maintenant on t'es là. Voilà, qu'est-ce que tu fais depuis 6 mois quoi? Ouais. Pourquoi t'as pas fait une cartographie des risques? Pourquoi t'as pas fait pourquoi t'as pas déjà mis en place un outil de contract management? Ils sont où tes KPI? Et ça fait 6 mois que je suis là, mais enfin. Bon, moi, j'ai pas connu cette pression, parce qu'en fait, c'est vrai que les choses se sont enclenchées en fait assez rapidement, mais après, je dirais que ça passe par un travail sur la communication, donc quand même avoir un rapport de confiance. Bon, a priori, si on est recruté par la personne, il y a quand même un minimum de confiance qui est déjà là, mais qui va devoir se confirmer, s'étoffer. Mais je pense qu'il faut... ce qu'on peut faire rapidement quand même, c'est exprimer qui on est. Et en principe, on l'aura déjà fait pendant les entretiens, mais qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, et quelle vision, a priori, on a des choses, et peut-être la manière dont on souhaite aborder à la fois le run, et la nécessité de effectivement garder de la hauteur de vue pour pouvoir mener une action transformante. Donc je pense que c'est à travers la confiance peut-être qui va s'installer ou se renforcer en ayant cette transparence, solidité qui va faire que le CEO, s'il est raisonnable, va se dire non mais c'est bon, j'ai engagé la bonne personne, je lui fais confiance, il ou elle me dit qu'elle va faire les choses de telle manière. En général, on a quand même rapidement, on a des roadmaps. Bon, ça c'est une autre chose que j'ai dû faire au bout de 3 semaines, ma roadmap pour l'année, alors que je venais d'arriver. Bon, c'était compliqué, mais en même temps, ça m'a permis de me jeter du coup dans le bain de tous les sujets que l'équipe avait à traiter. Mais avec ça en main, on est capable de montrer qu'on a, comme toutes les autres équipes, un plan d'action, des priorités, rouge, vert, orange, etc. Avec un tableau Excel? Oui. Par exemple. Un tableau Notion? Un peu tout ça à la fois. Non, ça c'est un vrai sujet, mais c'est pareil. Moi, je pense que j'avais comme enjeu déjà d'expliquer. J'ai l'impression que la société arrivait à un stade de forte croissance où il fallait internaliser le juridique parce que c'était plus possible de passer que par de l'externe, c'était trop long. Mais maintenant qu'on a ces 2 personnes-là chez nous, en fait, elles servent à quoi? Et donc, il faut expliquer son métier, il faut montrer où on a de l'impact, et avec le langage qui parle, un CEO, un codir, etc. Et donc, chiffrer, avec un suivi qui... enfin voilà, et aussi expliquer où sont les risques, et là où on peut être utile et décharger. En fait, par exemple, je sais pas moi, les délégations de pouvoir, si on se rend compte au bout d'un moment qu'il n'y en a pas du tout, peut-être que ça devient un sujet et que il va falloir expliquer pourquoi c'est un sujet et comment on peut arranger ça. Et ça, c'est la détection des angles morts que tu n'as que quand tu as une internalisation de la fonction, parce que les limites de l'externalisation de la fonction, elles sont nombreuses, outre le prix, la durée, la lenteur éventuelle de traitement. Ce que je vois principalement, c'est qu'il y a une décorrélation potentielle entre l'exercice de la profession d'avocat et les enjeux business tels qu'ils sont exercés dans l'entreprise. Et ça, si t'es pas partie de l'entreprise, tu peux pas en avoir une connaissance vraiment très fine. Être aligné avec la stratégie du groupe et la connaissance des opérationnels, des personnes. Et ça, c'est pareil, tu l'as que si tu n'es là, que si tu n'es que là.
Et puis le dernier point, tu as raison, c'est qu'en fait l'avocat externe, il va être sollicité sur les enjeux sur lesquels on le sollicite, mais quid de tous les angles morts sur lesquels on l'a pas sollicité, parce que personne s'est dit que ça pouvait être un enjeu, alors qu'en réalité, quand tu as quelqu'un en interne, tu sais que c'est un enjeu. Ouais, et tu sais que c'est un enjeu, donc tu vas montrer des enjeux qu'ils avaient pas du tout forcément dans le radar. Et d'ailleurs, ça c'est ma plus grande crainte, c'est de là maintenant à ce stade. Avant, j'avais des gens au-dessus de moi qui étaient très processés, et là je me dis et si je loupe une actu, ça c'est mon plus gros stress en fait. C'est de louper un enjeu, de louper une actu. Bon, en général, on est vite au courant. Moi, j'ajouterais un point, c'est la culture aussi, la culture de l'entreprise, qui vraiment peut être déterminante dans la manière où on va prendre des décisions. Je pense que un avocat va pas forcément conseiller les choses en prenant compte, en tenant complètement compte de la culture et de la manière de faire, l'historique aussi, en fonction de ce que l'avocat travaille depuis longtemps pour la société. Il y a souvent un historique dont il faut tenir compte. Si on n'en tient pas compte, je pense qu'on fait des erreurs, on froisse aussi les gens. Mais vraiment, il y a cet aspect culture d'entreprise qui est très très fort aussi, je pense, et qui est différenciant. Exact. Et puis ils peuvent aller solliciter des cabinets externes qui vont être spécialisés dans une thématique, mais du coup ça manque de vision holistique sur le sujet, parce que c'est des bribes de consultation un peu éparses, mais si personne ne pilote et ne coordonne, forcément pas de vision. Conclusion, la fonction juridique internalisée est fondamentale. dès le début de la société, dès la structuration de la société. Le plus tôt possible. Exactement. Alors on va parler un peu d'hypercroissance. Attention à tous les gens qui sont allergiques aux anglicismes, il faut sauter cet épisode, cette étape en tout cas, cette question. Jusqu'à relativement récemment, on parlait de start-up. Ensuite, on s'est mis à parler de scale-up. On s'est mis à parler de licorne, de centaure. C'est de la terminologie qui est assez spécifique, c'est assez codé, assez charté, c'est-à-dire qu'il y a des seuils, qui correspondent à des choses assez véritables et empiriques et concrètes. Je crois que vous n'êtes pas encore une licorne chez PlayPlay. En revanche, c'est votre cas chez PayFit. On est très bien placé en France, puisque sur le top 100 des des scale-up européennes, on est en 2e position après le Royaume-Uni, avec 21 scale-up en France. Donc bravo. Ce sera le moment d'ajouter un petit cocorico derrière. Est-ce que vous arrivez à expliquer à des gens qui seraient pas de cet univers-là ce qu'est une scale-up ou ce qu'est une licorne? Oui, moi je peux l'expliquer, parce que alors à TF1, on accompagnait les services qui incubaient des startups. Donc une startup, elle a une idée, elle a été fondée, elle a fondé sa société et elle teste son produit et il faut qu'elle trouve un marché. Et donc au début, il y a des incubateurs qui vont les aider justement à se diriger, à s'orienter dans leur business. Ce qu'on appelle le product market fit. Voilà, exactement. Pour les personnes qui ne sauraient pas, je me doute que toi tu sais. Product market fit, c'est ça. Et alors la scale-up, elle est passée à l'étape d'après. Elle a trouvé son product market fit, donc elle a trouvé son produit, elle a trouvé son public, et donc sa clientèle, et elle commence à le vendre et à faire rentrer de l'argent, et en fait elle n'a plus qu'à grossir. Et donc c'est passé, alors scale-up, c'est passé à l'échelle, comme on dit, et donc c'est cette phase de croissance dans laquelle la société qui a trouvé son business model va grossir, va attraper plus de clients, va commencer à employer plus de personnes pour pouvoir suivre et va commencer à se structurer. Elle va éventuellement avoir besoin de plus d'argent pour pouvoir faire grossir son marché. Donc c'est là souvent qu'il y a des levées de fonds, de série A, de série B, etc. Et également, potentiellement, elle va commencer à explorer le marché international, à monter des filiales. Enfin, elle va trouver son marché pas uniquement en France. Elle va regarder. Nous, par exemple, je suis arrivée à un moment où
En France, on avait déjà une clientèle bien établie et donc on commence à explorer le marché allemand. On a aussi une filiale aux États-Unis et parce qu'il y a des profondeurs de marché qui sont importantes. Donc on croit. C'est un peu une phase d'industrialisation en somme. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est ça, à grande échelle. Ce qui est peut-être intéressant, puisqu'on est entre juristes, c'est que on parle d'équipes qui vont croître énormément. L'équipe qui croît le moins, en général, c'est le juridique. Donc, du coup, d'où l'intérêt aussi des fonctions juridiques dans les scale-up, puisque l'idée... c'est de craquer le sujet de comment accompagner la boîte qui évolue, qui grandit, qui produit, qui développe sa clientèle de manière exponentielle, et combiner ça avec le fait que l'équipe juridique, si elle arrive à recruter davantage et qu'on arrive à 10, 15, pour autant, ça sera jamais assez. Et donc, d'où vraiment un travail constant de pas juste s'occuper du run, c'est-à-dire du day-to-day, mais de regarder ce day-to-day pour le régler, mais surtout pour le prendre en termes d'expérience et se dire, OK, on a réglé ce problème, on a signé ces contrats. La prochaine fois, comment on fait ? Comment on fait mieux, plus rapide, différemment ? Comment on ne fait pas ? Oui, est-ce que c'est quelque chose dont on peut s'extraire ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut que je donne à mes sales pour qu'elles soient capables de négocier ce type de contrat sans moi ? Et donc c'est vraiment travailler pour en fait quelque part pour qu'on vienne nous voir de moins en moins de besoin du juridique, qui peut paraître un peu contradictoire, mais c'est vraiment travailler à ça en fait. Se concentrer sur la partie vraiment top valeur ajoutée. Voilà, valeur ajoutée. Et je pense que c'est la particularité des équipes juridiques dans nos boîtes. Pour prendre l'exemple de la manière dont nous on s'organise dans nos team meetings, on a ce moment dédié où chacun parle de ses sujets pour expliquer ce qu'il rencontre comme sujet, mettre tout le monde au courant. Et il y a un moment dédié à l'expérience. En travaillant là-dessus, qu'est-ce que j'ai remarqué ? Est-ce que j'ai eu des pain points ? Est-ce que j'ai eu des difficultés ? Comment je transforme ? Et on a vraiment dans notre tableau de bord de l'équipe une rubrique action de transformation et se dire qu'est-ce qu'on a repéré cette semaine qu'on pourrait transformer, simplifier, faire mieux, faire différemment, etc. En individuel, donc. Quand chaque personne se pose cette question. Exactement. Et propose quelque chose. On demande à chacun. Bon, parfois il y a rien. Mais en général, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours quand même quelques sujets. Mais c'est vraiment, aborder les choses sous l'angle de demain, ça va être différent, et du coup demain, on doit nous être différents. Comment est-ce qu'on se transforme constamment en fait, hein. Donc être vraiment dans une dynamique constante de se dire. Dans un mois, on va faire les choses différemment, en fait. Oui, c'est ça. Oui, et je dirais que sachant qu'il y a un paramètre qui est important dans tout ça, c'est le contexte économique, parce que la scale-up, elle grossit. Les équipes juridiques, plus ou moins, en fonction de la culture de l'entreprise, et aussi si elle est réglementée, pas réglementée, des besoins quand même qui vont avec. Mais elle n'est pas forcément encore rentable. Elle a besoin d'argent pour grossir. Elle investit. Et voilà, donc la rentabilité de la scale-up est un sujet de fond et qui peut évoluer en fonction du contexte économique. D'y arriver plus ou moins vite. L'objectif, en fait, dans la croissance de la scale-up, ça va être de faire croître le business le plus rapidement possible pour arriver à un maximum de business qui rentre et donc toujours arriver au next step. Et comme tu le dis très bien, le but du jeu, c'est de doubler la croissance sans doubler le headcount du juridique, ce qui veut dire que vous allez devoir continuer à performer à périmètre constant ou semi-constant pour une demande de business qui est croissante et de plus en plus croissante. Et donc, nécessairement, on en arrive à deux options. Soit tu rallonges tes durées de journée, la durée de tes journées. Je dis souvent que les journées font que 24 heures, un peu moins si tu essaies de dormir. Soit tu décides de rationaliser ce que tu fais, de développer le self-service, de décider qu'il y a certaines choses qui sont en fait à trop faible valeur ajoutée, donc on décide de plus les faire ou de les faire autrement. Ou alors on décide de se reventiler ce qu'on fait dans la direction juridique. Donc est-ce qu'on garde et on internalise? Est-ce qu'on externalise? Est-ce qu'on peut automatiser? Et ça, c'est vraiment des enjeux qu'on retrouve en tout cas toujours nous chez nos clients dans la partie scale-up et start-up.
qu'on retrouve pas forcément dans les grands groupes, parce que même s'ils ont pu croître par opération de croissance externe, ça emporte plein d'autres enjeux de knowledge management, de décilotement, de digitalisation, mais en tout cas, il n'y a pas cette croissance aussi fulgurante et les impacts sur le juridique. Je pense qu'un point vraiment crucial aussi, c'est l'approche du risque, du coup. Puisque comme on doit faire des choix, on va demander aux juristes d'être beaucoup plus agiles, voire acrobatiques, avec le risque. Et moi, je dis souvent qu'en fait, on est là pour protéger on est gardien du temple, on est là pour protéger la responsabilité des dirigeants, la valeur de la boîte, mais on est aussi, dans nos types de boîtes, je pense, là pour accompagner la prise de risque. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi chez Amazon. C'est vraiment l'idée que on n'est pas là pour effacer, on n'est pas là pour le risque zéro. On est là pour prendre des risques encadrés, éclairés. Et donc, c'est tout ce travail avec les équipes d'expliquer quels vont être les risques, de les accompagner, de prendre les décisions ensemble aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas la direction juridique fait sa note, donne son avis, telle autre direction, et quelqu'un prend une décision. En fait, idéalement, on prend les décisions ensemble. On se regarde dans les yeux en se disant, bon, on va avancer comme ça, on sait qu'il y a cette zone de risque, on sait que peut-être on pourra l'éteindre en 3 mois en ajoutant telle action. On est bien d'accord qu'on a ce plan d'action qu'on va mettre en œuvre, et du coup, on lance, parce que l'agilité, la rapidité a une valeur aussi. Donc on va faire avec un niveau de confort à 80%, mais avec un deal aussi que derrière on va pouvoir travailler ensemble pour ajouter quelque chose, ou également se dire être prêt également au cas où le risque se matérialise, pouvoir avoir déjà un plan élaboré, et aussi pouvoir se dire, est-ce que je peux revenir en arrière, est-ce que c'est un step que je peux faire rapidement, et si jamais ça casse ou j'ai un problème, c'est pas une one-way door, je peux revenir en arrière, corriger. Et donc c'est vraiment cette dynamique de test and learn dans la tech, souvent. Ça, c'est la culture américaine. Culture américaine, oui, absolument. Et du coup, alors j'anticipe sur une question que j'avais en tête de poser plus tard, mais je trouve que du coup c'est le bon moment de la poser. En définitive, quand on est juriste, head of dans une start-up, dans une scale-up, dans une licorne, on se retrouve à travailler avec plein de départements qui, eux, sont très agiles, qui ont plein d'idées, qui ont envie de développer plein de choses, etc., avec des CEO qui ont des idées aussi, envie de développer plein de choses. Et puis, il y a la contrainte légale, la contrainte réglementaire. Comment vous faites pour articuler cette contrainte légale et réglementaire avec les volontés des différents opérationnels? Comment on fait pour être là, présent, et garantir, je dirais pas forcément l'absence de risque, mais en tout cas la conformité de la boîte qui est essentielle. Je dis, si tu n'es pas conforme, c'est l'activité en elle-même qui peut être remise en question. Comment on dit non à des équipes? On dit jamais non. Oui, mais en fait, tu me dis on dit jamais non. Mais je plaisante. T'as un CEO, une équipe produit qui vient te voir en te disant j'ai une super idée, elle est brillante, on va faire ça. Mais cette idée, elle est juste illégale. Comment on fait pour pas créer, pour limiter la friction entre les équipes produits, le CEO, etc. quand on est head of, mais moi, je dirais que, en fait, soit c'est noir et blanc, et du coup, il y a aucun problème. Il suffit qu'on dise, voilà, tu fais ça, tu risques tant, et on n'est absolument pas à l'abri qu'il y ait un contrôle demain. Je pense au RGPD, par exemple. C'est assez noir et blanc sur beaucoup de plans. Mais si on parle de l'intelligence artificielle en ce moment qui nous arrive de partout, et où les idées vont plus vite que la réglementation, et qu'on est plus dans de la zone grise, on va regarder déjà d'où peuvent surgir les risques, leurs probabilités. Il y a des choses qui vont être évidentes. Je pense à l'intelligence artificielle parce que tout le monde est dessus en ce moment, mais on va essayer d'expliquer aux gens comment de pas les retenir dans leurs idées, dans leur développement, mais de mettre quelques garde-fous sur la confidentialité, par exemple, ça peut être un sujet, la propriété intellectuelle. Il y a des sujets assez récurrents sur lesquels on sait qu'il faut être vigilant parce que ces choses-là, ça peut atteindre l'entreprise, sa valeur
Et ça peut vraiment la mettre dans l'embarras. Donc, il faut savoir l'expliquer, le vulgariser et refaire comprendre à nos opérationnels que le légal a besoin de temps. Et que répondre du tac au tac, parfois, oui, c'est possible. Mais en fait, on a aussi besoin de temps pour faire nos analyses et le temps. Alors, quand j'ai le temps dans une scale-up, ça va être, au lieu de répondre dans l'heure, on va demander 1 ou 2 jours de plus. Mais voilà. Je suis d'accord. Je pense que le succès, si on se demande comment est-ce qu'on y arrive, en fait, le succès, c'est vraiment quand le légal est vraiment by design. Et en fait, le légal est tellement intégré que dans le projet du CEO dont tu parles, il y aura forcément des paramètres techniques, data, sécurité, commerciaux ou autres. Le légal, dans un monde idéal, dans la direction juridique idéale d'une scale-up, le légal est à égalité avec ses autres paramètres. Et donc ne va pas être quelque chose qui va surprendre les personnes. Donc c'est vraiment un aspect culturel. C'est se dire, oui, évidemment, qu'il y a une sorte d'évidence que les gens, qui va habiter les gens tout de suite, de se dire, évidemment, si on monte ce projet, j'ai aussi l'aspect juridique à intégrer. Je pense que ça passe par ça. Et après, effectivement, il y a une approche du risque, en fait, qui est un petit peu à 360 degrés. Le risque théorique, on va en parler très vite. Parfois, on en parle à peine. On va surtout parler du risque pratique. Et c'est là aussi où il y a l'intérêt, je trouve, de ces postes. C'est que pour pouvoir bien conseiller, pour rentrer dans la probabilité du risque, on va regarder quels sont les paramètres, quel est le contexte. Et donc, on va sortir du juridique et se dire que font les concurrents, que regardent les autorités en ce moment. Qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour le client? Est-ce que je peux donner mon avis sur l'expérience client, en fait, qu'on est en train de créer? Je pense que le juriste doit s'autoriser à regarder tous les paramètres à 360 degrés et donner son input sur l'ensemble. Alors dans les scale-up, et chez les licornes, il y a un poste dans les directions juridiques qu'on ne retrouve que chez vous, c'est la spécificité, c'est le poste de juriste produit, product counsel. Est-ce que vous en avez un déjà chez toi, Laurent? Oui, je te vois hocher la tête, d'accord. Oui. Chez toi? Non, on n'a pas. Non, nous, on est pas encore, peut-être. Multitask. Là-dessus, non, c'est pas encore. Est-ce que tu peux nous expliquer, Laurent, en quoi ça consiste et comment cette personne-là fonctionne au sein de la direction juridique? Est-ce que c'est très siloté? Est-ce qu'elle fonctionne vraiment en binôme avec d'autres personnes de la DJ? Est-ce qu'elle est plus côté produit? Explique ça pour les personnes qui n'ont pas de product counsel chez eux. D'accord. Alors en fait, nous, on a un head-off, mais qui pilote une équipe d'une vingtaine de personnes. Dans cette équipe, on retrouve en fait les juristes historiques de Payfit qui sont des juristes droit social et qui en fait s'assurent que l'algorithme ingère et se met à jour du droit social tel qu'il évolue de jour en jour pour que les fiches de paie qui sont produites, les déclarations sociales qui soient produites, soient conformes. Donc c'est une équipe à la fois de juristes droit social et de non-juristes, mais qui sont des spécialistes de la paie et qui sont du coup rattachés plutôt au métier. Et au sein de la direction juridique, on a également des juristes produits qui vont se partager le travail, mais qui eux vont regarder le produit plutôt sous l'angle expérience client. Quel est le funnel concret? Quelles informations on donne aux clients? À quel moment? Quand a lieu la contractualisation? Si on a des intégrations, comment c'est expliqué sur l'application, etc. Donc sous l'angle juridique. Et pour répondre à ta question, on travaille pas du tout en silo. On est main dans la main sur énormément de sujets. Et souvent, les gens vont fonctionner en binôme pour regarder un projet, par exemple. Donc ça fonctionne bien. Je ne sais pas si c'est un fonctionnement qui est complètement naturel maintenant au stade et idoine au stade où on en est dans la boîte, mais en tout cas ça fonctionne bien, mais notamment du fait de la bonne volonté et de la qualité de la collaboration entre les personnes. Adélaïde, Laurent, vous avez tous les deux fait le grand saut entre grand groupe et scale-up.
Laurent, t'es passé d'un cabinet d'avocats international à la Caisse des dépôts, AWS, PFIT. Quelques autres briques. Mais bon, voilà, ça donne le topo. Adélaïde, je sais plus, M6 Eurosport, enfin M6 Eurosport TF1, Play, c'est peut-être pas dans le bon sens, mais en tout cas, l'idée y est. Très clairement, c'est deux typologies de structures complètement différentes, des cultures d'entreprise différentes, des positionnements différents, des marchés différents. Comment vous avez vécu la bascule, l'intégration entre ces deux univers? Très bien. Mais malgré tout, alors quand même, M6, Eurosport, TF1, moi j'avais l'impression d'être arrivée, d'avoir eu le Graal. Je travaillais dans les sociétés de mes rêves et donc c'était très dur de quitter cet univers-là. C'était... voilà, donc il a fallu quand même, pour pouvoir quitter cet environnement et du coup le dernier TF1 où j'étais... société à laquelle j'étais extrêmement attachée. Il fallait vraiment quelque chose qui me donne des papillons dans le ventre pour y aller, et c'était le cas. Comme je disais tout à l'heure, j'ai arrivé à la fin d'un cycle. Il était temps d'aller vers quelque chose de nouveau, et cette nouveauté, je l'ai trouvée chez PlayPlay. Et alors, en termes d'univers, moi, ce que je retiens, c'est que je passais d'un périmètre assez restreint, assez spécialiste, dans un groupe énorme, parce que TF1, c'est Bouygues, en fait. Un périmètre énorme, hyper structuré, hyper complexe, parce que la télé, ça a l'air de rien du tout comme ça, mais en fait, c'est hyper réglementé. Et puis le digital et la télé convergent, et puis il y avait les Américains, les GAFAM qui arrivaient. Enfin, c'était devenu assez compliqué. Je crois pas que ça a l'air de rien du tout. Hein. Ça a l'air déjà tentaculaire pour des gens qui n'y connaissent rien. Voilà. Moi, par exemple, donc je pense que on voit bien à quel point il y a beaucoup d'enjeux qui sont là-dedans et que tu retrouves aujourd'hui chez PlayPlay. Alors c'est différent, les enjeux sont différents. Donc là, il fallait naviguer sur un périmètre restreint, mais de plus en plus transverse avec les autres sujets du fait de la convergence entre la télé et le digital. Et là, j'arrive sur un cœur métier hyper simple. Mais en revanche, moi, en tant que juriste, j'aborde des sujets, tout type de sujets. En fait, on se retrouve propulsé, en plus dans une scale-up à l'international, on se retrouve à traiter des sujets peut-être de grands groupes avec des problématiques de cross-country. C'est marrant. Et donc, mais ça m'aide tous les jours. C'est-à-dire que être à l'aise dans l'inconfort dans lequel je me trouve aujourd'hui, j'y arrive parce que justement, j'ai ces bases hyper solides d'avant et qui m'aident tous les jours, et donc j'aborde mon métier en me disant PlayPlay, elle a tout d'une grande, et je me dis ma boîte, elle a tout d'une grande, et voilà, et donc je m'aide énormément de ce passé pour réussir dans ce que je fais aujourd'hui. J'aime beaucoup cette formulation, à l'aise dans l'inconfort. Oui. Je pense que c'est un des critères qu'il faut. Navigating ambiguity en anglais. Moi aussi, ça a fait écho. Bon. Ouais. Pour ma part, je pense que le grand changement, ça a été du coup de passer de un univers Caisse des dépôts EDF. C'est celui-là que j'ai Caisse des dépôts EDF à la Big Tech US, puisque du coup, après EDF, j'ai rejoint Amazon. Et pour moi, ça a été une épiphanie. Parce que c'est vraiment la première expérience où je me suis senti me déployer de manière totale en tant que juriste. Souvent, on commence sa carrière. Moi, j'ai commencé en faisant du M&A, et on a toujours ce truc un peu du juriste imposteur, parce que quand on fait du M&A, on fait du M&A, mais en fait, il y a plein de sujets juridiques, on nous pose des questions, les copains nous posent des questions, il y a plein de domaines du droit qu'on connaît pas. Et on pense qu'on sait faire qu'une chose, et je pense que c'est le cas quand on grandit juriste spécialisé. Et en fait, cette culture, je pense, chez Amazon, d'empowerment du juriste, où les gens vraiment vont changer de spécialité tous les 2-3 ans. Moi, je suis arrivé sur un poste où, à part des sujets purement commerciaux, je n'ai traité que des sujets que je n'avais jamais pratiqués auparavant. Et en fait, les gens vous font confiance, donc vous dites, s'ils me font confiance, il faut quand même que je me fasse confiance. Et en fait, ça marche.
C'était ultra intéressant d'être sur des postes beaucoup plus larges. Et ils ont vraiment poussé la chose encore plus loin, puisqu'en fait, au bout de 3 ans et demi, on m'a proposé une promotion pour rejoindre AWS, donc le cloud Amazon, pour diriger l'équipe juridique France Benelux. Alors que je pense qu'à l'époque, je savais à peine ce qu'était le cloud computing. Donc c'était un peu vertigineux. Et en fait, je me suis retrouvé propulsé sur des sujets complètement nouveaux de cybersécurité, de souveraineté numérique, préparer et assister à des auditions parlementaires sur ces sujets au bout de 6 mois, négocier des grands contrats, etc. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est la force de cette boîte. On critique pas mal Amazon, mais il y a quand même beaucoup de choses positives également. Mais c'est vraiment d'empowerer les gens et de les pousser très loin dans la confiance qu'ils peuvent avoir sur le fait que le juridique, c'est le juridique, et si on est curieux et qu'on a la tête bien vissée, on peut tout faire. Après, le souhait pour moi, ça a été de réduire d'échelle pour avoir un positionnement beaucoup plus directement impactant au niveau leadership. Et donc, effectivement, mon poste chez Payfit correspondait complètement à ce souhait que j'avais, et qui me permet d'être du coup au cœur de la leadership team, et du coup d'impacter et d'être en visibilité directe aussi sur tous les sujets de la boîte. Je te rejoins. Ouais, c'est passionnant. Ouais, quand on passe d'une équipe de 90 personnes à 2. Alors justement, j'ai une question très RH oriented. Comment est-ce que vous faites pour construire une équipe ? Bon, alors toi, Laurent, on a bien compris que tu étais arrivé, il y avait déjà une partie de l'équipe qui était en place, mais si elle est amenée à croître, comment est-ce que tu vas faire ? Toi, comment est-ce que tu vas faire, Adélaïde, si aussi dans les prochains mois ou dans les prochaines années, tu vas ouvrir des recrutements ? Et peut-être une question un peu plus pour toi, Laurent, comment tu fais pour fidéliser tes talents ? On sait que le marché de l'emploi aujourd'hui est plutôt favorable aux collaborateurs, et donc il faut proposer des choses pour que les collaborateurs aient envie de rester. Quels sont les mécanismes d'incentive que vous avez pu mettre en place, et toi spécifiquement au sein de la direction juridique ? Alors, en ce qui concerne la structuration de l'équipe, nous, on est parti de 0 et on est arrivé à 2 en même temps avec un profil senior et un profil de juriste confirmé. Donc, pour l'instant, on va se laisser le temps de rester là-dessus et voir comment on peut... on est encore en phase d'observation, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, on va voir comment ça évolue en fonction du contexte, en fonction des marchés qu'on a ouverts récemment, voir s'ils croissent ou pas. Et alors, ce qui est amusant, c'est que mon collaborateur, on ne s'est pas choisi parce il est arrivé avant moi. Mais je pense que l'équipe qui s'est occupée du Culture Fit s'est bien débrouillée parce que le fit est là en tout cas. Donc, c'est plutôt rassurant. Et pour la rétention, faut pas se mentir, il y a un paramètre qui a un impact un peu plus fort que les autres, c'est la rémunération. On n'a pas toujours les mains libres là-dessus, pareil, en fonction du contexte économique. Et donc, il faut s'assurer que si ce paramètre, on ne peut pas jouer dessus, dans un second temps en tout cas, que tout le reste colle, à savoir l'intérêt du poste, faire en sorte que le talent ne s'ennuie pas. Il faut faire du sur-mesure. Quel est le moteur, quels sont les drivers de la personne qui travaille, essayer de s'adapter. La rémunération est évidemment un facteur primordial, mais en dehors de ça, il faut s'assurer que tout le reste colle et rendre la personne heureuse de venir travailler au bureau. Et pour ça, moi en tout cas, je fais du sur-mesure parce que je peux encore le faire. Et donc, j'essaye de comprendre le mode de fonctionnement de la personne, de l'intéresser, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente visible, qu'elle se sente impactante. Et aussi, je me dis, j'ai envie d'être fière de cette personne le jour où elle part, qu'on se dise, elle a été bien formée. Elle a fait du bon boulot chez PlayPlay. Et donc, j'ai toujours cette espèce d'idée qu'il faut travailler son employabilité. Et je me dis, plus son employabilité était bien abordée, et mieux c'est pour nous aussi. Oui, parce que c'est d'autant plus le cas. Enfin, je veux dire, il y a des générations qui ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie. Aujourd'hui, je veux dire, faut pas se leurrer. Les gens, je sais pas quelle est la moyenne, mais je crois que c'est 3 ans aujourd'hui, en tout cas pour les générations
naturellement, même si le job est intéressant, je pense qu'il y a un moment où les gens ont fait le tour et ont envie d'aller voir ailleurs, et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et effectivement, je pense qu'idéalement, il faut être dans une générosité la plus poussée possible, se dire qu'on veut faire évoluer les gens, que ce soit pour qu'ils contribuent ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, et vraiment s'affranchir en fait de ça. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut les faire rester, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment être attentif à leur développement, à leur bien-être. Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur la visibilité. C'était un des sujets dans notre plan de transformation, vraiment travailler sur notre visibilité, à la fois en interne, mais aussi en externe, puisqu'il y a tout un réseau maintenant de juristes dans la tech, donc c'est vraiment nous faire connaître à l'extérieur. Travailler sur la reconnaissance aussi, c'est-à-dire être un petit peu demanding aussi auprès des équipes qu'on accompagne, pour qu'elles prennent le temps, l'espace pour remercier les gens, pour faire du feedback. Je pense que la culture du feedback, c'est important, et c'est un levier également. Mais donc la célébration aussi, quand il y a des choses, des réalisations, qu'on prenne le temps de célébrer. Après, tout ce travail dont on a parlé sur le positionnement du juridique, forcément, il va contribuer à un juriste qui va se sentir mieux, puisqu'il va se sentir impactant, moins plombé. Donc forcément, ça va être vertueux. Après, il y a un élément clé aujourd'hui, je pense, c'est vraiment la culture d'entreprise aussi. Si on peut, à notre niveau, être partie prenante aux réflexions sur la culture d'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les comportements qu'on veut pousser, et qu'on les incarne. Donc il faut être aligné avec ça et bien les incarner. Je pense que voilà, cette diffusion au sein de nos équipes, elle est vertueuse également. Voilà. Et puis après, d'une manière générale, je pense effectivement être à l'écoute, à l'aise avec le fait qu'on a dans nos boîtes pas de barrière hiérarchique, donc être aussi accessible pour tout le monde, tous les niveaux, et à l'écoute. Ça fait presque un peu plus d'1 an chacun que vous avez intégré vos entreprises. Est-ce que vous avez intégré le COMEX ? Est-ce que si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour votre positionnement dans l'entreprise ? En ce qui me concerne, je pensais que c'était un point crucial et que c'était hyper important dès le départ d'intégrer le COMEX et pour la fonction, et en fait ça n'a pas été le cas. C'était pas prévu comme ça, c'était pas le moment dans l'organisation, et avec quelques mois de recul, puisque ça fait pas encore tout à fait 1 an, mais voilà, je me dis qu'en fait c'est mieux pour moi de pas l'avoir intégré encore. Il y a encore des choses à comprendre et à faire, mais je ne le perds pas de vue. Je pense qu'à un moment donné de la vie de l'entreprise, ça s'avérera nécessaire, et certainement que le bon moment viendra. Moi, je te suis en fait sur le fait qu'il ne faut pas avoir une approche dogmatique sur le sujet. Je pense que l'approche intelligente, c'est déjà de se faire son idée en fait de ce que va être le positionnement du poste à travers les entretiens. Et ensuite, je suis complètement aligné sur le fait qu'il y a aussi un temps parfois, un facteur temps, on en parlait tout à l'heure, il revient ici, et que on peut tout à fait se dire que la boîte aujourd'hui, à son niveau de maturité, est structurée de telle manière. Ce sont des structures qui évoluent très vite et que c'est quelque chose qui peut changer. Pour ma part, en fait, je reporte aujourd'hui au CEO, mais c'était pas le cas au début, donc ça a évolué entre-temps. Après, c'est vrai que ça donne une coloration quand même très différente au poste. Je pense qu'on peut très bien faire son job en reportant à un CFO, mais ça fait pas toujours complètement sens. Et effectivement, la relation en direct avec le CEO et la présence en COMEX, du coup, donne un accès à l'information qui est d'un autre niveau, puisqu'il n'y a plus d'intermédiation. Et pour la direction juridique et pour les équipes, c'est évidemment un facteur positif de pouvoir être dans ce forum pour représenter la fonction.
plutôt que d'aller chercher des alliés, s'assurer que les points de juridique vont bien être remontés par telle ou telle personne. Donc ça change les choses. Moi je dis, il faut pas être dogmatique, regarder au cas par cas et faire confiance aussi à ce qu'on peut démontrer dans ces premiers mois, premières années, qui va faire que les gens vont naturellement se dire, bah ouais, cette personne maintenant, il faut qu'on l'intègre différemment. Alexia Delahousse, qui est directrice juridique chez Conto, il y a quelques semaines, nous disait lors d'un épisode qu'il fallait pas hésiter à se faire coacher sur ce genre de prise de poste. Je sais que toi, Laurent, tu as suivi un executive coaching, si je me trompe pas, à l'INSEAD. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots ? Oui. Alors déjà, pour répondre à Alexia, hello Alexia, je pense que le coaching est toujours une bonne idée, mais à différentes étapes de la vie des juristes. Et ça peut être effectivement intéressant quand on intègre un poste où on va intégrer des forums de leadership comme un exco, Comex. Pour ma part, en fait, j'ai été coaché, mais de manière un petit peu informelle à différentes étapes de ma vie. Donc ça m'a vraiment rapproché du sujet. J'ai intégré une dimension développement personnel aussi il y a quelques années, et qui fait que voilà, ça fait quelques années que je tourne autour de ce sujet du coaching, puisqu'en étant manager, on est quand même dans une posture qui se rapproche du coaching. Et cette année, j'ai décidé que j'allais franchir le pas et professionnaliser, aller chercher d'autres outils. C'est des formations qui vous font travailler sur vous-même aussi, donc c'est quand même la condition initiale pour pouvoir coacher les autres. Donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, effectivement, ça donne des clés pour accompagner les personnes. Là, je suis en train de voir que c'est intéressant, effectivement, même à un niveau COMEX, dans les échanges qu'on peut avoir avec ses pairs. Ça nous donne une posture et un recul qui sont, je pense, hyper intéressants pour nos pairs et pour la boîte en général. Et effectivement, je suis en cours de formation à l'INSEAD. Super. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière partie de notre épisode, qui est le DJADJ. Vous avez préparé chacun 3 questions l'un pour l'autre, et on va vous laisser vous les poser. Laurent. Adélaïde. Quelle est la chose la plus surprenante qui te soit arrivée dans ta vie de juriste d'entreprise ? Alors, il y a des choses surprenantes, mais un peu indicibles. Tu peux pas raconter. Donc, dans ce que je peux raconter, peut-être simplement mon expérience, en fait, le fil rouge de mon expérience à la Caisse des dépôts est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est la manière dont mon expérience s'est construite au gré des rencontres et des opportunités. Donc on m'a proposé, en fait, on m'a demandé à mon arrivée de traiter un dossier un petit peu patate chaude que tout le monde se passait depuis des années. Ça semblait pas être un cadeau. Et en fait, j'ai accepté de prendre ce sujet parce qu'il y avait des sujets de droit étranger qui me paraissaient intéressants. Ça traitait de problématiques de fonds d'investissement, Luxembourg, etc. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur ce sujet m'a rapproché d'un directeur des infrastructures, qui ensuite m'a fait travailler sur des super dossiers infrastructures. Et ensuite, comme c'était un dossier de fonds, et qu'en 2008-2009, dans le cadre du plan de relance, la Caisse a monté tout un tas de grands fonds multilatéraux institutionnels sur les infras en Europe. On est venu me voir, du coup, sur ces sujets, et il se trouve que j'ai pu, comme ça, capter pendant 1 ou 2 années l'ensemble des sujets internationaux de la Caisse des dépôts. Il n'y en avait pas énormément. Et ça a été une expérience super enrichissante. Ça a donné lieu ensuite, de manière un peu complexe, à la proposition qui m'a été faite de mon premier poste de management pour une filiale de la Caisse des dépôts qui se créait, où il y avait une activité fonds d'investissement importante. Et donc, c'est simplement, voilà, quand j'y repense, je me dis, c'est marrant, en fait, comment ce parcours s'est construit, alors que moi, j'arrivais pour faire du M&A de manière un petit peu classique. En fait, j'ai fait des choses très diverses, comme la Caisse des dépôts le permet, puisque c'est un groupe riche et passionnant en termes de sujets. Et donc la patate chaude s'est transformée en méga opportunité. Méga opportunité et construction finalement
d'un parcours et d'un bout de carrière. Belle expérience. Si tu devais changer de profession, vers quoi est-ce que tu te tournerais? Là, en un claquement de doigts? En un claquement de doigts. Je sais pas, chaman. Non, je dis chaman parce que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment avant ma prise de poste chez Playplay, et j'ai été éblouie par la personne que j'ai rencontrée, qui elle-même avait fait une reconversion professionnelle, qui était anthropologue, et j'ai trouvé que c'était magnifique, à la fois super connectée spirituellement, mais en même temps extrêmement ancrée à la terre, à la planète, à la nature, et qui prend soin des gens. Donc ça m'a ébloui. Mais je pense que ce serait une profession effectivement tournée vers les autres. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être psychothérapeute. Et si aujourd'hui je pouvais claquer des doigts, j'aurais probablement fait des études de médecine et je serais le pendant féminin de Boris Cyrulnik ou Christophe André. Voilà. Peut-être dans une autre vie. Merci pour ta réponse, parce que du coup, je découvre des points communs entre nous. Ah. Donc, je te propose qu'on en discute à la fin de l'émission. Avec plaisir. En off. Alors, à mon tour de te poser une question. Si tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu as des highlights ou des événements, des choses qui te tiennent à cœur, qui sont chères à ton cœur dans ton parcours? Alors oui, il y en a pas mal, mais je pense que si je dois prioriser, je pense que c'est là où peut-être on se rejoint, d'où l'idée du verre après, c'est les expériences humaines. Je pense que le droit pour moi a toujours été rapidement été en fait l'exercice de la profession a été un prétexte en fait à certaines situations. Donc j'aime la matière, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui m'auraient intéressé. Mais je pense que ce que j'ai aimé jusqu'à présent, c'est les rencontres que ça m'a permis de faire, ce que j'ai dû développer pour devenir manager, leader, les techniques de négociation, et toute cette interface en fait avec d'autres personnes à des niveaux différents, business partner, N+1, N+2, N-1, et travailler l'humain. Donc je pense que c'est vraiment les rencontres. Je pense que les gens dont je me dis aujourd'hui que je les ai aidés à se développer en fait, et ils ont bien évolué, ce sont des gens qui sont épanouis aujourd'hui professionnellement, dont je me disais qu'ils allaient partir, que j'allais parfois même les aider à partir quand je pensais que c'était opportun pour eux. Ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Ouais. Donc au-delà de l'impact juridique, l'impact humain a pris une grande place dans ton parcours. Ouais, de plus en plus présente. Je pense que c'est naturel aussi avec les années et la position de leadership. En fait, je fais clairement moins de choses techniques aujourd'hui. En termes de proportion, en tout cas, je gère beaucoup plus d'humains aujourd'hui. C'est mon rôle. Qu'auparavant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui fait que j'aime énormément mon travail aujourd'hui. Super. Après notre verre, tu vas aller dîner avec un juriste ou un avocat célèbre. C'est qui? Bonne question. Ce qui me vient en tête là, mais alors malheureusement ce sera pas possible. J'aurais rêvé de rencontrer... je ne sais pas si je vais le dire bien, Ruth, tu vois de qui je veux parler, RBG, on va dire, cette femme qui était à la Cour suprême des États-Unis et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, parce que j'aurais adoré en connaître plus sur son parcours de vie, mais comme c'est pas possible, peut-être que je me contenterai des Obama, Michel et Barack. Plutôt Michel ou plutôt Barack? Ah, les deux. Je prends les deux, ils sont indissociables. Non, juste pour me nourrir de leur charisme, de leur énergie, de leur histoire et voilà, juste pour le plaisir. C'est fou le nombre de juristes ou d'avocats qui sont devenus présidents.
Mais je ne brigue aucun mandat. Et justement, du coup, si je peux me permettre de te poser 2 questions à la suite, en parlant de présidence. Ouais. Dans 15 ans, tu te vois où professionnellement ? Oh là là, Joker. Il faut demander à ChatGPT parce que là, franchement, j'ai regardé, hier soir, je suis tombée sur un article qui disait que, avec des conclusions de Goldman Sachs, qui disait que 45% des fonctions support allaient disparaître dans les prochaines années. Donc, je pense que là, on a vraiment quelque chose à jouer pour le coup sur l'humain. Et il est peut-être temps de se pencher sur cette fameuse reconversion. Non, très honnêtement, jusqu'à il y a quelques jours, je me disais, tout simplement, dans 15 ans, je serai dans la même voie, quelques crans plus loin, peut-être même dans un fonds d'investissement, je ne sais pas. Mais j'avoue que la période, là, cette révolution d'AI me titille et m'interroge. Ce qui m'a fait découvrir un concept que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle la rétrocausalité, qui est le fait de voir, et qui correspond à tes questions en fait, comment notre futur s'intègre dans notre présent, comment il influence le présent. Donc je vais y réfléchir un petit peu et puis... Je pense que ça serait un sujet intéressant pour ton dîner avec les Obama. Oui, très bonne idée. Je poserai ça sur la table. Mais du coup, puisqu'on est dans la rétrocausalité, ou je ne sais pas s'il y a un concept d'antécausalité, toi, qu'est-ce que tu dirais à ton moi d'il y a 20 ans ? Mon moi d'il y a 20 ans, je lui dirais beaucoup de choses. Est-ce qu'il m'écouterait ? Je ne sais pas. Non, je pense que je lui dirais d'écouter davantage sa petite voix intérieure. Je pense que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire. L'intuition, en fait. Laisser la place à l'intuition. L'intuition, c'est notre expérience qui nous parle. Et étant quelqu'un d'assez rationnel, j'ai parfois pas suffisamment écouté mon gut feeling et mon intuition. Donc je pense que, voilà, je sais pas si le Laurent d'il y a 20 ans écouterait, mais je lui conseillerais ça. Je te rejoins pas mal là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut savoir l'entendre. C'est ça. Ouais. Bien, merci. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au Legal Ops.